Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Au début de l'automne 1356, Bertrand du Guesclin a 36 ans ou 37 ans. Il n'est évidemment pas encore ce capitaine d'exception reconnu. Il n'est pas ce héros breton qui sauvera la France lors de la guerre de Cent Ans. Pour l'instant, il est encore un seigneur relativement modeste. Il n'a pas tous les attributs physiques de Perceval, Yvain ou Lancelot, si vous voyez ce que je veux dire. Laurence Moyle, dans Du Guesclin, Images et Histoire, nous dit « Dans l'univers de la chevalerie courtoise, la beauté est la marque aristocratique du bon chevalier. Fondée sur l'harmonie des proportions du visage et du corps, elle exprime idéalement une adéquation entre le portrait physique et le portrait moral. » Mais du Guesclin ne ressemble pas aux héros épiques, puisque le trouvère Cuvelier fait de lui un parangon de laideur. « Je crois qu'il n'y avait personne d'aussi laid de reine à Dinan, écrit-il. Il avait la face camuse et noire, il était mal bâti et massif. » Ce physique disgracieux implique aussi la rustrerie associée à la folie. Ses manières le faisaient ressembler à un insensé, car il était sans délicatesse, sale et de rude façon. Ah ben voilà un beau portrait. Ce Bertrand n'en est pas moins un combattant, et déjà un combattant redoutable. 1356 est une année complexe, et dans ce contexte-là, les alliés de Bertrand ont besoin d'un homme tel que lui. Il faut vous dire qu'à l'époque, la Bretagne est complètement marquée, divisée, ravagée par une interminable guerre de succession entre un candidat au duché, qui est soutenu par les Anglais, et puis l'époux de l'autre candidate qui s'appelle Charles de Blois. Et lui, ce Charles de Blois, il est épaulé par les Français. Une fois de plus, Français et Anglais ont trouvé un terrain où s'affronter. Or, pour Charles de Blois, dont Bertrand est un soutien actif, disons que les choses vont assez mal, puisqu'il revient juste d'Angleterre, où il a été emprisonné pendant près d'une décennie. Il est défendu à Charles de Blois de se battre personnellement tant qu'il n'aura pas réuni la rançon dont il a promis de s'acquitter. Et par ailleurs, son principal allié, je vous l'ai dit, le roi de France, eh bien, le roi de France, on est en 1356, et donc Jean II, Jean le Bon, vient d'être battu par le prince noir, par les Anglais, lors de la terrible bataille qu'on appelle de Poitiers, qui est en fait de Noyer-Maupertuis. Le territoire tenu par les fidèles de Charles de Blois en Bretagne s'est aussitôt réduit. Il est en train de se réduire maintenant comme une peau de chagrin. Et le cousin du roi d'Angleterre, à l'époque le roi d'Angleterre c'est Édouard III, son cousin Henri de Lancastre vient d'encercler la ville de Rennes. Il y a une armée maintenant qui fait le siège de Rennes. Bref, pour le parti qu'a choisi Bertrand, vous admettrez que l'avenir n'est pas vraiment radieux. Seulement, Lancastre peut vite constater que Rennes n'est pas n'importe quelle place forte et qu'elle s'apprête à résister. La cité a beau être gardée par un contingent assez limité, il faut bien le dire, ces gens-là sont braves et ils vont donner aux Anglais un peu de fil à retordre. Et puis de jour en jour, on rapporte au prince anglais de nouveaux dégâts provoqués par une grosse escouade bretonne dans la campagne proche. Alors, ça agit un peu à la façon de l'essaim de guêpes. Vous savez, cette escouade-là, elle est très mobile, elle s'en prend à ses hommes, elle est là toujours à bourdonner aux oreilles et à piquer à des endroits imprévisibles. L'homme clé de cette troupe, vous l'aurez compris, c'est bien sûr Bertrand du Guesclin. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le camp de Charles de Blois n'a pas pour autant dit son dernier mot. D'ailleurs, les alliés français de Charles, malgré le traumatisme de la défaite de Poitiers, vont quand même trouver le moyen d'expédier en Bretagne un peu d'aide. Et c'est ainsi que, entre 1356 et 57, en plein hiver, alors que le siège de Rennes dure maintenant depuis plusieurs mois, une troupe française assez solide arrive dans la région. Elle se fait ouvrir les portes de Dinan. Donc Dinan, on est au nord de Rennes. Et on va se servir de cette place de Dinan comme d'une base contre Lancastre. Évidemment, le cousin du roi d'Angleterre ne va pas se laisser faire. Je cite Georges Minois, qui est le meilleur biographe de du Guesclin. Pour mettre fin à cette menace, Lancastre décide en janvier ou février de venir assiéger Dinan avec une partie de ses forces. Sans doute pense-t-il que Rennes est sur le point de capituler et estime-t-il pouvoir mener 2 sièges de front.
Mais Dinan est une place bien fortifiée, située sur un plateau surplombant la Rance d'une bonne 50aine de mètres. Au bout de quelques jours, après plusieurs vigoureux assauts contre Dinan, une trêve est conclue. La ville se rendra si des secours n'arrivent pas d'ici peu. Et Bertrand du Guesclin, à l'époque, n'est pas présent dans les environs. Il va se retrouver impliqué dans le second siège pour une raison tout à fait personnelle. Et c'est toute l'histoire que je vous raconte aujourd'hui. Il faut vous dire que Bertrand a un petit frère qui s'appelle Olivier du Guesclin, qui compte parmi les défenseurs de Dinan. Il profite que les armes soient temporairement déposées pour aller vaquer à des occupations hors de la cité, c'est Olivier, et, manque de chance, il tombe sur l'ennemi. Thomas de Canterbury est là, qui n'hésite pas, sous la menace, à faire d'Olivier son captif, et il fait savoir qu'il ne relâchera le cadet du Guesclin que si on lui donne une belle rançon, une bourse bien pleine. Évidemment que l'affaire arrive très vite aux oreilles de Bertrand, et comme on peut l'imaginer, ce chantage perfide du dénommé Canterbury, c'est exactement ce qui l'agace. Ça ne va pas lui plaire, ça ne va pas lui plaire du tout. Vous écoutez Radio Classique. Alors il faut vous dire qu'au moment où Bertrand du Guesclin a appris le malheur survenu à son frère Olivier, donc capturé par ce dénommé Canterbury, il est lui-même dans la région du Mont-Saint-Michel. Oh, ni une ni deux, le voilà à cheval et qui chevauche bride abattue en direction de Dinan. Dinan assiégé. Et bientôt, on voit donc sa silhouette sans grâce, nous dit-on, paraître à l'entrée du camp du prince Henri de Lancastre. Il peut espérer trouver là le vil agresseur de son frère. C'est quand même assez culotté de la part de Bertrand du Guesclin, qui veut s'adresser directement à Lancastre. Alors on le conduit à l'entrée du bivouac princier, qu'on peut supposer être la plus belle tente du campement. Il entre donc sous la riche toile, ce Bertrand. Il découvre le cousin du roi d'Angleterre entouré d'un certain nombre de proches. Il est en train de faire une partie d'échecs, Lancastre, et il se lève, il accueille du Guesclin avec les formes. Ce du Guesclin est très connu, il faut vous dire, puisqu'il ne cesse de harceler les troupes anglaises depuis longtemps, donc on ne parle que de lui. Autre biographe de du Guesclin, Siméon Luce, nous dit « On offre à du Guesclin le vin de la bienvenue. Je ne boirai, répond Bertrand, que quand on m'aura fait justice. Il expose le grief qui l'amène. Lancastre fait venir aussitôt le chevalier dont se plaint du Guesclin. Voici Bertrand qui vient accuser de ce que, malgré le répit accordé aux assiégés, vous auriez pris son frère et voulez le rançonner. Qu'avez-vous à répondre ? Sire, répond Canterbury en toisant du Guesclin avec arrogance, si ce Bertrand que je vois ici prétend soutenir que j'ai fait quelque chose dont on doit me blâmer, voici mon gage. Je suis prêt à prouver mon bon droit en champ de bataille, corps à corps et pair à pair. Et on s'inscrit là dans un code médiéval assez connu. Ce que suggère Canterbury, c'est de désigner le ciel, c'est de désigner Dieu en personne comme arbitre du différend. À l'époque, on appelle ça un duel judiciaire. Le vainqueur sera celui que le Tout-Puissant favorisera au cours du combat. Alors, comment va réagir le Breton ? Pour tout vous dire, il en faudrait davantage pour intimider Bertrand du Guesclin. Ah, vous voulez un duel singulier ? Eh bien, qu'il en soit ainsi. Dans Du Guesclin, vie et fabrique d'un héros médiéval, Thierry Lassabater nous dit « Proche de la joute et du tournoi dans le principe culturel, aristocratique et pratique, mais répondant à un enjeu judiciaire bien plus que sportif, le duel est soumis au même mouvement de condamnation de l'Église et de limitation par les autorités laïques. En principe limités aux crimes de sang que ne permettent d'arbitrer ni preuves ni témoins, ils sont ordonnés par un juge et présidés par un prince territorial. Nul doute que le duc de Lancastre en détient l'autorité. » Il est décidé que le duel sera donc organisé devant les habitants de Dinan. Les citadins vont venir se masser sur la place où habituellement ils font leur marché. Vous imaginez la curiosité publique, c'est extraordinaire ce qui se passe en ce jour d'hiver 1357. Ce qui veut dire au passage qu'on était quand même dans une ville assiégée, donc on va mettre le siège entre parenthèses, si l'on peut dire, et le chef des assiégeants, Lancastre, va lui-même paraître dans la cité pour assister au duel.
ce qui toutefois nécessite quelques garanties pour sa sécurité. Intéressant d'ailleurs ce qui se passe là, puisque ça nous montre que le Moyen-Âge est beaucoup moins brutal et sans manière que certains pourraient l'imaginer. Un certain nombre de codes d'honneur sont parfaitement respectés et l'on sait se tenir. La preuve, on est capable de mettre une bataille extrêmement violente entre parenthèses pour que s'exprime la volonté de Dieu et pour que l'ordalie se déroule. Pendant ce temps, deux adversaires sont en train de se préparer, donc ce Canterbury et notre du Guesclin, Bertrand, pour les intimes. L'un et l'autre sont très décidés. Aucune proposition de dernière minute ne peut les convaincre de reculer. Bertrand est prêt. Peu avant le combat, on vient lui dire qu'une certaine Tiphaine Ragnel, d'une noble famille locale, aurait assuré que des signes indiqueraient une configuration très heureuse pour Bertrand. Pour tout vous dire, ce n'est pas le genre de divination qui passionne le chevalier. Il aurait d'ailleurs lancé avec hauteur « Qui à sa femme se fie n'est guère avisé, en femme n'y a de sens non plus qu'en la brebis ». Bon, enfin, le duel commence. Bertrand se met en position sur le beau cheval que lui a fourni non sans élégance Jean Chandos, qui est une figure éminente du camp anglais. Il peut donc faire son entrée sur la place du combat, face à son ennemi. Les deux hommes portent l'armure, nous raconte Georges Minois. Ils ont le bassinet en tête, une lance, une épée et un couteau. Après les formalités d'usage, ils s'élancent au signal donné l'un contre l'autre. À toute vitesse, au rythme des claquements et des froissements des fers des chevaux sur le sol, Bertrand et Canterbury vont pointer leurs lances droit devant. Seulement à peine les deux armes ont-elles frappé leur cible qu'elles se cassent, évidemment, elles volent en éclats, l'une comme l'autre. Ce double coup est brutal, mais le breton comme l'anglais sont droits en selle, comme on dit. Ils se maintiennent sur leur monture, il en aurait fallu plus que ce coup de boutoir pour les désarçonner si vite. Et maintenant, leur lutte va pouvoir se poursuivre, mais se poursuivre à l'épée, avec les lames qui vont s'entrechoquer. Voilà que l'anglais, dans un mouvement peut-être pas très adroit, va perdre son épée. Alors Bertrand s'empresse de sauter de sa monture pour se saisir de l'épée et la lancer au loin. Comme ça, il s'assure que Canterbury n'est plus sur lui que son coutelas. C'est quand même en même temps prendre un risque puisque l'anglais, lui, est toujours à cheval. Bertrand maintenant est à pied. Et un cheval, vous imaginez ce que sont ces extraordinaires destriers, ces animaux de guerre, c'est en soi une arme. Canterbury ne perd pas cette occasion. Le voilà qui maintenant se précipite droit sur Bertrand pour tenter de le culbuter, pourquoi pas même de le piétiner de sa monture. Ah vraiment là, le public retient son souffle. Franck Ferrand sur Radio Classique. Le cheval puissant est en train de fondre littéralement sur Bertrand, qui est quand même dans une posture un peu délicate. Il est debout, lui, sur ses deux jambes. Je cite encore Siméon Luce. Bertrand réussit à esquiver la charge. En même temps, il enfonce son épée dans les flancs du cheval qui se cabre, tombe et entraîne son cavalier dans sa chute. Bertrand se précipite sur l'adversaire, arrache le casque ou bassinet qui lui couvre le visage et le frappe si fort à la tête avec ses gantelets de fer que Canterbury est bientôt aveuglé par son propre sang. Le spectacle prend là une tournure terrible et Bertrand, tout à son idée de venger ce frère si injustement agressé, Bertrand qui vient en plus de manquer de se faire piétiner par un cheval, n'a pas l'intention de retenir ses coups. Des hommes qui sont là à proximité s'en émeuvent, ils appellent le chevalier français à la retenue, mais Bertrand du Guesclin ne s'arrête pas. Un proche de Lancastre vient intercéder au nom du prince et à ce moment-là seulement, du Guesclin finit par lâcher prise. Bertrand s'avance ensuite vers le duc, nous dit Siméon Luce, et se mettant à genoux, « Noble duc, je vous prie et requiers, ne me veuillez haïr ni blâmer si j'ai maltraité ce meurtrier, ne fût pour votre amour, il eût été oxy. » Il n'en vaut guère mieux, dit en souriant le duc, votre frère Olivier sortira de prison et il aura 1000 livres pour s'équiper. Vous aurez les armes du félon chevalier et son cheval aussi. Quant à lui, jamais à ma cour, il ne pourra reparaître car les traîtres n'y sont pas admis. Franck Ferrand sur Radio Classique.
La réussite de Bertrand du Guesclin se double d'une autre réussite, puisque l'an 4, sans qu'on sache exactement pour quelle raison, va choisir d'abandonner Dinan. Il lève le siège et il se rabat sur Rennes, donc au sud. Rennes dont la situation n'a guère changé pendant tous ces événements, bien entendu. Et dans la ville de Rennes, tout vient à manquer. Dans les murs de la grande cité bretonne, on est exsangue et vite il faut trouver une solution. Sinon, on sera bien obligé d'ouvrir les portes à Lancastre. C'est à ce moment-là qu'une ruse, vous allez me dire c'est une ruse assez classique, une ruse est mise au point. Un soi-disant fuyard va quitter Rennes et alors qu'il arrive en présence des Anglais, il affirme avoir des informations croustillantes à partager. Les Rennais résisteraient encore, dit-il, parce qu'ils attendent une assistance militaire qui maintenant devrait arriver. Elle est là, elle est imminente. Lancastre ne peut pas ignorer le danger que cela fait courir aux hommes qu'il a installés pour le siège, alors il rassemble une bonne part de ces hommes et le voilà qui marche en direction des renfort présumé pour essayer de surprendre ce renfort. Bertrand du Guesclin, qui avec son escouade a repris son rôle d'essaim de guêpe contre les Anglais dans la région, est vite mis au courant de ce mouvement de Lancastre. Il comprend l'occasion qui lui est offerte, nous dit Georges Minois. À la faveur de la nuit, il se lance sur les lignes anglaises très dégarnies en l'absence du duc, met le feu aux tentes, s'empare d'une centaine de charrettes pleines de ravitaillement et pénètre dans Rennes. Grande est la joie des assiégés devant ce renfort et ses victuailles. Du Guesclin fait restituer charrettes et chevaux aux convoyeurs, exige qu'on leur paie le ravitaillement, puis les renvoie avec un message ironique pour Lancastre, proposant à ce dernier de lui offrir du vin dont la cité regorge maintenant. Je ne suis pas sûr que Lancastre, qui lui avait sans doute le sentiment de s'être montré fort noble et fort juste envers Bertrand du Guesclin, apprécie beaucoup ce genre de plaisanterie ironique, mais il n'empêche, à son retour, il propose quand même à Bertrand du Guesclin de le rencontrer. Et quand celui-ci va se présenter face à lui, le prince, tout simplement, j'allais dire tout bonnement, va lui faire une offre de recrutement. Inutile de vous dire que le solide breton n'a aucune intention de retourner sa veste, je devrais dire de retourner sa cotte de maille. Il le dit d'ailleurs sans embâche, il n'a pas l'habitude de se payer de mots, Bertrand du Guesclin, mais Lancastre se dit qu'après tout, il aura essayé. Bertrand du Guesclin est un homme droit. Et là, il vient de le montrer, ce qui, peut-on supposer, a contribué peut-être aussi au moral des Rennais qui comptent sur lui. Après encore quelques péripéties, dont plusieurs joutes pour Bertrand, la situation du siège va se débloquer et dans des conditions qui vont être âprement débattues, Lancastre va finir par renoncer à son entreprise. On est là au début de l'été 1357. On est là probablement dans le cadre d'un accord diplomatique plus général. Au passage, Lancastre a soutiré aux assiégés une petite fortune. Il faut bien qu'il paie, lui, tous les frais de ce siège. Dans tout cela, il y a évidemment toujours une part de légende qui vient se mêler à l'histoire. Mais il y a une chose qui est sûre, c'est qu'avec Bertrand du Guesclin, une grande figure militaire du XIVe siècle vient de se révéler. Quant à la fameuse Tiphaine Raguenel, je ne sais pas si vous vous rappelez, cette femme qui avait auguré la victoire de Bertrand lors de son duel de Dinan, eh bien, cette Tiphaine Raguenel, 6 ans après les faits, elle va devenir Madame du Guesclin. Et oui, ils s'uniront tous deux devant Dieu. Vous écoutez Radio Classique.